Bonsoir et bienvenue sur Economia. Faut-il se satisfaire du développement des enseignes internationales dans les artères principales de nos grandes villes et des différents centres commerciaux du pays? Sans doute que oui, puisqu'ainsi nous n'avons plus besoin de voyager pour la simple raison de se vêtir, de se restaurer, de s'équiper. Ces enseignes de renom mondial ou régional sont le plus souvent synonymes et gages de qualité de produits et services. Ces enseignes sont là en Algérie depuis quelques années, pour la plupart, pour vous servir à un niveau de design, de prestation et de merchandising équivalent au réseau de boutiques et d'établissements que l'on retrouve dans les pays les plus développés. Des enseignes aux normes internationales et des produits de même qualité et saisonnalité à des prix moindres. Que demande le peuple? Le peuple ne demande rien si ce n'est que ces enseignes puissent continuer de se développer, de se multiplier, aux côtés d'un marché productif national capable de produire lui-même de la qualité, pourvu que l'État encourage et libère toutes les énergies. Si le peuple ne demande rien d'autre, la plupart de ces enseignes que l'on appelle sans doute par erreur des franchises, car elles n'en sont pas tout à fait, ces enseignes dirigées par ce que l'on appelle des franchisés, voudraient obéir à une réglementation spécifique et réclament depuis toujours un droit propre à elles afin de les protéger du marché et de leurs franchiseurs. Déjà, des questions se posent. Le marché de la franchise est-il un marché exemplaire? Quel est son apport à l'économie nationale, à la société? Faut-il le développer, libérer les contraintes qui l'affectent dans un climat des affaires moins chaleureux vis-à-vis des importations? Et comment la franchise est-elle perçue par nos autorités qui ne se montrent en tout cas pas pressées de lui donner un statut particulier, invitant les opérateurs à emprunter tout simplement les circuits de la législation et de la réglementation sur l'importation et la distribution? Des voix mécontentes se font déjà entendre en sourdine pour dénoncer des blocages en ce moment même au port et ne comprennent pas ce qui leur arrive subitement. Les étals de leurs magasins se font pauvres et se déstockent. Ils craignent d'avoir bientôt plus rien à vendre. Mais ce ne serait pas le cas de tous les franchisés. Quelle en serait alors la raison? Nous tenterons de le savoir dans un instant. Pas facile aussi d'être franchisé pour la raison simple qu'une enseigne doit veiller à se situer de manière pérenne dans des rues ou des centres prestigieux où le confort du shopping et du parking doit être assuré. Et la pression des bailleurs au terme de chaque bail n'est pas pour inviter à cette sérénité des franchisés. Heureusement que ceux qui s'accrochent à leur enseigne vendent bien, mais faut-il encore qu'ils aient un œil attentif et de tous les instants sur leurs affaires pour qu'elles puissent durer. Mais écoutons, avant de retrouver nos invités, ce reportage de Maya Elkens. Les autorités algériennes ne reconnaissent pas encore le contrat de franchise, mais les marques internationales ont déjà investi plusieurs villes du pays. Je pense que l'Algérie aujourd'hui commence à ouvrir un petit peu ses portes dans le domaine du monde et on est obligé de se mettre un petit peu à la hauteur, donc les marques internationales sont importantes. La franchise en Algérie se construit autour d'un marché de quasi-monopole où les sociétés algériennes les plus expérimentées et les plus sollicitées élargissent leur portefeuille de marques. Nina Ricci, Guess, Minelli, je peux apporter aussi Ralph Lauren, Cartier. Les magasins Hailen comme Jennifer, Aldo, Mango. Dans la franchise, il y a un échange de savoir-faire entre la marque et le franchisé qui permettrait à terme aux entreprises algériennes de se développer. Je préfère Nike, Adidas, Timberland, Converse. Converse ديال 250 ل 300,000 ça marche. La plupart des jeunes sont tentés par les marques internationales. Par ailleurs, le recours aux franchises permet d'acquérir certaines notions dans la distribution, les techniques de vente et le merchandising afin de recevoir le développement futur d'enseignes locales. On expose nos produits ici, c'est parce qu'ils sont fiables, voilà, ils sont vraiment demandés par notre clientèle, bien sûr, à nous. En effet, un contrat de franchise donne le droit à un agent économique d'exploiter la marque d'un franchiseur avec une exclusivité territoriale et ce, en contrepartie d'une rémunération.
Bien, c'est une grande approche pour l'Algérie. Je pense que la population en avait besoin parce que quelques-uns ne peuvent pas sortir à l'extérieur, donc ils ne connaissent pas toutes ces marques et ça leur permet de les avoir donc sur place, de pouvoir les approcher et de pouvoir en profiter comme les autres. Pour conclure, le climat des affaires et l'absence de réglementation spécifique ne favorisent pas le développement de la franchise. Voilà, merci donc à ces témoins. Pour parler de la franchise, nous avons deux invités qui sont très au fait de cette question. Je voudrais vous présenter d'abord Maître Hind Ben Miloud, qui est avocate au barreau d'Alger. Vous êtes spécialisée en droit des affaires et rompue aux questions de distribution et de franchise. Même si nous le verrons, il n'existe pas de spécificité en matière de franchise dans le droit algérien à l'heure qu'il est. Rassim Trabelsi, vous êtes le DG, directeur général de Marwa Algérie, une marque de vêtements qui est née au Maroc et qui vient de traverser les frontières légalement, sous l'impulsion d'un beau partenariat purement maghrébin. Nous regrettons toutefois l'absence d'un représentant du ministère du Commerce qui devait être là, et donc nous ferons sans. Alors, Maître Ben Miloud, aidez-nous à dresser un peu l'état des lieux de la franchise. À quand faut-il remonter, jusqu'à quand faut-il remonter pour avoir l'arrivée des premières franchises en Algérie? Je sais que vous avez beaucoup suivi ces dossiers. Et donc, dites-nous quand c'est arrivé en Algérie et comment ça a évolué jusque-là. Voilà, histoire d'entrer en matière. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est d'abord les premières franchises, ce sont les franchises de services, par le biais de l'hôtellerie, qui sont arrivées en Algérie, comme l'hôtel Hilton, Sheraton, Sofitel. Toutes ces marques étaient déjà présentes en Algérie par le biais, bien entendu, non pas de contrats de franchise, mais des contrats de management, à l'époque, qui justifiaient la présence en termes de management de ces marques notoires dans l'hôtellerie. Puis, après, à partir de 2002-2003, on a commencé, en tout cas en ce qui me concerne, moi, puisque j'ai accompagné plusieurs clients dans leur réflexion pour avoir des franchises en Algérie. C'était à partir de 2002. Puis en 2003, ça a commencé à se concrétiser. C'est vrai que le marché de la franchise en Algérie, nous l'avons ouvert. Nous avons été un petit peu les pionniers parce qu'il y avait une espèce de, on va dire, de rumeur qui disait que la franchise était interdite. Ben non, la franchise n'est pas interdite. Il n'y a pas un texte spécifique, effectivement. Il n'y a pas de règles, mais c'est le contrat international. C'est régi par le droit civil, par le droit commercial. Il y a des règles qui sont déjà utilisées en Algérie. C'est plutôt bien ou plutôt mal? Non, c'est plutôt... Moi, je trouve que c'est plutôt bien, parce que tout le monde disait il y a un vide juridique, et à chaque fois, je disais non, il n'y a pas de vide juridique, c'est un contrat international. Et jusqu'à présent, je crois que l'Algérie a passé bien des contrats internationaux, que ce soit des entreprises publiques ou privées. La franchise, c'est vrai que dans le monde, a des règles spécifiques. Ça n'est pas une véritable loi telle qu'on l'entend. La loi d'Aubin en France établit des règles de fonctionnement des franchiseurs et des franchisés, justement pour éviter qu'il y ait un abus du franchiseur qui est à l'origine du concept qu'il veut bien sûr développer au travers d'un circuit, d'un réseau externe. Mais en réalité, ces règles sont propres à chacun. Chaque franchiseur choisit ou non d'adhérer à une fédération. Aux États-Unis, c'est les disclosure rules qui, dans chaque État, sont différentes d'un État à un autre. Les règles de la franchise s'exploitent ou s'exécutent différemment. Alors en Algérie, il est vrai qu'on a toujours besoin d'un texte qui est un texte, je vais dire, directeur, qui donne la direction pour éviter qu'il y ait effectivement ce déséquilibre entre le franchiseur et le franchisé. Mais sans plus. Nous avons à l'époque travaillé avec le ministère du Commerce en 2009 sur un projet de texte que nous avions soumis et depuis, effectivement, nous n'avons plus eu de nouvelles. Mais ça n'empêche pas à la franchise de se développer. Le seul handicap au jour d'aujourd'hui pour la franchise, c'est le transfert des royalties pour les franchises de commerce. Je suis précise, uniquement des franchises de commerce. Lorsqu'il s'agit d'une franchise de service ou une franchise de production, elles sont éligibles au transfert. Ça rentre dans le cadre
du travail. Il n'y a pas de contre-indication, il suffit simplement, moi, à mon sens, je suis avocate, de bien présenter les dossiers, d'expliquer qu'il y a un réel service, que ce n'est pas uniquement une importation de marques commerciales. Et ça fonctionne avec les Écoutez, marques d'Algérie? c'est traité au cas par cas, oui. Ça met un peu de temps parce qu'on n'est pas familiarisé. C'est traité au cas par cas, mais quand c'est avalisé, est-ce que c'est avalisé pour toujours? Oui, quand on voit que ce sont des marques qui sont notoires, et on vérifie que le contrat s'adosse bien à des prestations réellement effectuées. Vous, en tant qu'avocat, donc vous expliquez qu'en fait, on peut faire sans droit spécifique à la franchise, on peut très bien travailler. Mais est-ce que du côté du franchiseur, est-ce que ce n'est pas un souci, est-ce que ça n'a pas rebuté certains de se lancer dans des conventions, dans des contrats avec un franchisé en Algérie, sous prétexte qu'il n'y avait pas de réglementation spécifique? Non, en fait, c'est pas ça qui les a rebutés. C'est plutôt le fait qu'on ne puisse pas transférer les royalties dues. C'est surtout ça qui rebute d'une manière générale les franchiseurs dans le monde. Alors comment font-ils aujourd'hui, les franchisés, pour payer, rémunérer les franchiseurs? Alors, je ne peux pas vous répondre avec précision, puisque je ne connais pas le système de chaque franchisé. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas toutes les franchises qui ont des royalties, en tout cas pour ce qui concerne les marques commerciales. Pour ce qui est des marques de services et de production de biens, ce sont des dossiers qui sont présentés à la banque primaire selon le format et la procédure demandée par la Banque d'Algérie. Alors, le problème aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est la réticence des banques, ce qu'on appelle, je ne sais pas pourquoi on les appelle banques primaires, peu importe, de ces banques-là à domicilier ce type de contrat. Alors, leur hantise, c'est de se faire, puisqu'aujourd'hui le contrôle se fait a posteriori. Elles deviennent primaires dans tous les sens du terme à ce moment-là. Je n'ai pas voulu aller jusque-là. Bon, en fait, le problème de la domiciliation, c'est le contrôle a posteriori de la Banque d'Algérie. Les banques ont souvent peur, justement, de rentrer dans un circuit d'infraction, alors qu'il n'y a pas d'infraction. Ce sont surtout lorsqu'il s'agit de contrats de services et de production de biens, il n'y a pas de raison qu'une banque ne domicilie pas ce type de contrat. C'est très facile de vérifier que c'est adossé à de véritables prestations effectuées. Racine Frabelsi, ça tombe bien. Vous êtes un franchisé récemment installé en Algérie avec des partenaires, vos partenaires marocains. Donc, parlez-nous un petit peu de cette histoire, comment elle est née, comment est née cette vocation, et puis dites-nous sous quel format vous fonctionnez, vous, parce que je crois savoir que le franchiseur est aussi actionnaire du franchisé chez vous, et donc ça facilite un petit peu l'histoire de la convention. Alors effectivement, comme le dit très bien Maître Benmiloud, chaque cas est un cas particulier. Parler d'un contexte général qui serait applicable à l'ensemble des systèmes de franchiseurs en Algérie serait probablement beaucoup trop hasardeux. En ce qui nous concerne, la marque Marwa a toujours souhaité déjà adresser le marché algérien. Le projet a toujours été présent dès le départ. Nous sommes tombés sur un accord avec le franchiseur qui se trouve être par ailleurs un partenaire, plus qu'un franchiseur, un réel partenaire, sur l'établissement de cette entreprise-là en Algérie. En l'occurrence, même si, comme le dit Maître Benmiloud, comme vous le dites, il n'y a pas de loi directrice de ce fonctionnement-là, il n'est pas impossible de fonctionner sur ce schéma-ci. En l'occurrence, il s'agit simplement de prestations et d'une relation de fournisseur à client qui se règle le plus normalement du monde. Il est vrai que là où les problèmes se posent, c'est quand il y a des royalties à payer. Il faut savoir que ça ne s'applique pas à tous les secteurs. En l'occurrence, dans le textile, c'est relativement peu fréquent. Il faut le savoir, c'est peut-être différent dans d'autres domaines, l'équipement de la maison ou d'autres secteurs. En l'occurrence, ça rebute, de mon point de vue, un certain nombre de marques à s'installer en Algérie. Donc, en ce qui nous concerne, le contexte légal n'est pas réellement un frein. Pas plus que ça en tout cas. Ce qui est plus dommageable au développement des franchises de notre point de vue, c'est à la fois l'offre de foncier
qui est un réel problème pour le coup. Il faut savoir qu'un certain nombre de marques, pour se développer, ont besoin d'un certain nombre de critères sur les espaces de vente. Et en d'autres termes, on ne peut pas trouver 4000 mètres carrés à Didouche-Moulins. D'accord, on va y revenir. Juste encore un mot sur l'absence de réglementation. À titre comparatif, parlez-nous de ce qui se fait en Tunisie, au Maroc, et de par le monde en général. Est-ce que je dirais que c'est la moitié des pays du monde qui ont un système établi de franchise dans la loi, ou est-ce que beaucoup font comme l'Algérie? Et si nous sommes isolés par rapport au monde sur cette question-là, je voudrais vous demander, à votre avis, pourquoi l'État ne s'engage pas encore dans ces questions de légalisation de la franchise? Alors, pour ce qui est du monde, vous savez, les franchises sont nées aux États-Unis. En 1920, ça remonte à très loin. Aujourd'hui, on se rend compte, quand on part aux États-Unis, c'est le monde de la franchise qui règne. Toutes les boutiques sont dupliquées en nombre. Il existe une foultitude de marques et c'est ce qu'il y a. Les petites boutiques comme ça n'existent plus du tout aux États-Unis. En France, elles continuent quelques-unes, mais plus du tout aussi. En France aussi, ça se développe, le phénomène se développe et se duplique dans tous les domaines. L'art de la table, les équipements, le savoir-faire, le service. Alors le service qui est extraordinaire, et c'est ce que je souhaiterais qu'on arrive à ce stade de développement du service. En plus des agences immobilières, c'est tout ce qui est santé. Les métiers de la santé sont déclinés en forme de franchise et c'est ça qu'on doit développer chez nous. Donc, si vous voulez, de mon point de vue, nous avons, pour l'exemple simplement du Maghreb, c'est le Maroc qui a commencé le premier à effectivement utiliser la franchise. Et c'est grâce à cette franchise qu'aujourd'hui, ils ont leur propre franchise. D'accord. C'est à partir de l'expérience de ces franchises qu'ils se sont décidés eux-mêmes, parce qu'il y a eu quand même un savoir-faire qui a été transmis. Ils sont devenus franchiseurs. Ils sont franchiseurs aujourd'hui. J'ai toujours pris, avant de connaître Marois, j'ai toujours pris l'exemple de Marois comme étant un exemple du savoir-faire appris et dupliqué. Il y a un expert qui disait toujours c'est le copier-coller intelligent. Je le crois. Franchement, c'est le copier-coller intelligent. Le Maroc n'a pas de texte spécifique. Ils ont simplement des règles de procédure. Ils n'ont pas de problématique de royalties, de transfert. Ce sont des contrats spécifiques qui sont transmis. Je crois qu'ils n'ont pas de problème de transfert de manière générale. D'une manière générale. La banque transfère, bien entendu, la banque contrôle la légalité du contrat et vérifie et transfère. En Tunisie, c'est formidable, mais à la fois ça me rend jalouse parce qu'ils n'avaient pas de texte, ils n'avaient rien. À l'époque où nous, on a commencé à parler de franchise en Algérie, chez eux, c'était interdit. Et puis, paf, en 2009, des textes, en 2013, encore des textes. Et aujourd'hui, c'est réglementé par des règles très, très, très simples. Il y a encore des petits obstacles, mais qui tiennent à leur spécificité. Ils ne souhaitent pas que les marques, par exemple, dans la restauration, puisqu'ils en ont pas mal qui sont créées chez eux, ils ne souhaitent pas que ça soit, bien entendu, envahi par des marques internationales. Mais ils sont arrivés. Aujourd'hui, la Banque centrale de Tunisie transfère les royalties pour ce qui concerne les contrats de franchise. Alors moi, ce que je ne comprends pas dans tout ça, on importe bien des choses, un peu de tout. Et je constate que le gouvernement a quand même mis plus de 20 ans avant de se décider à sélectionner les produits. Importer de tout et de n'importe quoi, ce n'est pas une solution. L'avantage de la franchise, c'est que quel que soit le niveau, que ce soit du haut, du moyen ou du bas de gamme, c'est de la qualité. C'est la traçabilité de la qualité, c'est la traçabilité des flux financiers, parce qu'on est dans un réseau, et vous savez très bien que lorsque nous sommes dans un réseau, on ne peut pas trafiquer, ni faire de surfacturation comme beaucoup pensent. Ce n'est pas du tout le cas, ni de sous-facturation. Pourquoi ? On dit que beaucoup de franchisés opèrent de franchiseurs opèrent des surfacturations avec leurs franchisés pour pouvoir justement... C'est faux, parce que je veux dire pourquoi. Le franchiseur aujourd'hui, il a une envie, c'est que les prix soient presque identiques dans le monde. Ça ne peut pas être le cas pour nous, nous sommes soumis à des droits de douane, etc. Donc c'est en plus. Ils arrivent à le comprendre. Mais
son intérêt à lui, c'est que son produit qui se vend à Paris à temps doit se vendre à peu près du même montant en Algérie. Ça ne doit pas être excessif. Dans des cas, c'est moins cher, ça dépend. Il y a des fluctuations. Des fois, ça se vend très cher, des fois, ça se vend moins cher. Cela dépend. Donc, lorsque vous êtes dans un réseau, ces gens-là fonctionnent avec des logiciels. Et nous entrons dans leur système. Ce n'est pas pour nous faire plaisir qu'ils vont changer pour notre gré. Vous savez, ils ne peuvent même pas, des fois, changer un incoterm. Un incoterm, parce qu'ils ont l'habitude, par exemple, de vendre Xworks. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont obligés de respecter toute la nomenclature qui est prévue dans leur système. Alors, en ce qui me concerne, de tout ce que j'ai accompagné en tant que franchisé, je n'ai jamais eu à surfacturer ou à demander une quelconque modification. Ni vu deux types de qualité de produits vendus ici, entre les magasins d'ici et les magasins de là-bas. Non, c'est impossible parce que vous avez des catalogues. J'ai eu des exemples où les clients sont rentrés dans des boutiques où la franchisée me racontait, elle lui dit « Ah, mais ça c'est les anciennes collections ». Et la vendeuse, elle a dit « Je suis désolée, c'est les nouvelles collections. Qu'est-ce qui a marqué dans le catalogue ? 2013-2014, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est la collection 2014. Donc, si vous voulez, ces rumeurs selon lesquelles c'est des anciennes collections, c'est des choses qui n'ont pas fonctionné, c'est faux. Pourquoi? Parce que dans le monde de la franchise, vous avez des collections. Des collections qui se passent, et ça se passe dans le textile régulièrement. Et tous les franchisés sont invités à ces collections. Et ils commandent ce jour-là. Pour beaucoup d'entre eux, c'est ce jour-là, on voit de visu la qualité, on la touche, et on commence à cocher, puisqu'il y a des formulaires. Donc, on ne peut pas recevoir une marchandise qui ne soit pas d'actualité. Mais il y a aussi les permanents, les articles qui sont permanents dans des boutiques et qui restent d'année en année. Vous allez chez Hermès, ce que vous allez trouver, ce que vous avez vu l'an dernier, vous allez le retrouver cette année-là, mais avec une couleur différente. Mais c'est faux de dire, et ça je le réfute totalement. Qu'il y a un âge périn, Hermès. Oui, mais ce que je veux dire, quand je parle d'Hermès, pourquoi? Oui. Parce que c'est le luxe par excellence. Oui. Et ils vendent toujours leur permanent. C'est un exemple que je veux dire, ça veut dire... La formule de Maroua, elle est bonne finalement. Quand le franchiseur s'implique lui-même dans le capital social du franchisé, donc ça facilite les choses. À ce moment-là, on n'a plus besoin de royalties. Absolument. Pourquoi avoir choisi partenaire au Maroc? Sans doute est-il un bon partenaire, mais je veux dire, vous aviez le choix de vous adresser aussi à des marques, des enseignes beaucoup plus connues. Vous avez préféré partir sur un partenariat maghrébin, ce qui est une bonne chose, mais expliquez-nous pourquoi. Alors tout à fait, nous avons fait le choix d'aller entre guillemets vers la marque qui est inconnue, même si ce n'est pas totalement vrai parce qu'un certain nombre d'Algériens connaissent très bien la marque, au lieu d'aller vers d'autres grands noms espagnols ou italiens, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je crois, lorsque l'on choisit de s'investir dans un système de franchise ou de toute façon dans n'importe quelle entreprise, il faut d'abord croire au produit et croire à son marché. Le marché, on y croyait. Le marché algérien est un marché qui a un fort potentiel et c'est une opportunité pour nous. Par ailleurs, nous pensons que notre produit, le produit Maroua, est un produit qui est particulièrement adapté au marché algérien. C'est l'unique raison pour laquelle nous avons choisi cette marque-là, au lieu d'avoir choisi une autre enseigne dite plus prestigieuse ou plus connue, ou peu importe. L'autre point clé, et vous l'avez souligné. Oui, bon, je vous laisse développer, mais parce que vous partez avec un désavantage, celui de la notoriété de la marque. Bon, vous avez dit que des Algériens la connaissent, mais là, vous partez pour moi un petit peu à zéro par rapport à d'autres. Comme on avait vu à l'époque aussi une marque tunisienne aussi s'implanter ici, c'était des noms qui n'étaient pas trop connus. Ouais. Absolument, mais il faut toujours se rappeler d'une chose, c'est que le consommateur peut se faire très rapidement une idée de la marque. À partir du moment, même si on n'est pas connu, à partir du moment où vous avez un point de vente, que les consommateurs viennent dans vos points de vente, qu'ils observent vos produits, qu'ils constatent la qualité et surtout qu'ils regardent les prix,
ils se font très vite une image. Et la notoriété se construit beaucoup plus rapidement qu'on ne peut le penser. Donc on peut le voir comme un désavantage, mais en réalité, pas tant que ça. L'autre point clé dans l'histoire, en tout cas notre histoire, l'histoire marois, est l'aspect maghrébin et arabe. C'est aussi une originalité qui fait que nous sommes relativement différents par rapport aux autres. Et je pense que dans le contexte actuel, le consommateur algérien est plus à même d'apprécier un produit arabe, maghrébin, méditerranéen qu'un produit suédois. Je vais faire peut-être état de mon insuffisance en langue arabe, mais Marwa, ça veut dire? C'est un prénom. C'est simplement le prénom. Pas de signification? Pas de signification particulière. Alors, Maître Ben Miloud, aujourd'hui en Algérie, on peut quantifier ce nombre d'enseignes internationales, de franchises qui Il ne y a une disent pas maintenant. centaine à peu près. Et sur cette centaine, combien sont maghrébines? Parce qu'il y a des Tunisiens, il y a des Marocains. Bien sûr, il y a la marque de pâtisserie, comment elle s'appelle, Masmoudi, que j'avais rencontré en Tunisie lorsqu'ils ont lancé le salon, un petit salon de franchise où il a exposé, et j'ai trouvé qu'il faisait des choses fabuleuses. Pourquoi ne pas emprunter ce type? Regardez, ils réussissent très bien, ils sont installés même en France, ils sont installés un peu partout. C'est l'image de la Tunisie, c'est l'image de la pâtisserie. Et ils sont là en Algérie? Oui, ils ont ouvert une Donc alors, à combien vous quantifiez en pourcentage, si on devait dire? On est honnêtement, à 5% ou à 50%? Oui, absolument. Les Algériens sont friands des grandes marques internationales, mais ça depuis la nuit des temps, hein, ça n'a rien à voir maintenant. Alors, ils sont friands de grandes marques internationales, mais je suis toujours un peu désolé de voir qu'ils ne sont pas très offensifs en termes pour décrocher des contrats de franchise. Pourquoi? Ce sont souvent, pour les plus grandes marques, des étrangers qui viennent ici s'installer et installer des franchises. Souvent, ce sont eux qui sont les premiers. C'est parce qu'ils ont des habitudes ailleurs, dans d'autres pays? Pas forcément. Ça dépend comment est constitué le groupe. Je pense que vous devez faire allusion à certaines marques bien connues qui sont... Non, à l'origine, c'est pas parce qu'ils ont investi, c'est parce qu'ils étaient eux-mêmes actionnaires de la marque. Il ne faut pas l'oublier. C'est un groupe effectivement du Moyen-Orient, mais ils sont actionnaires du groupe. C'est pour ça ils ont investi l'Algérie. Et ce qu'il faut savoir, et ça c'est quelque chose que je combats un peu... Qui ont investi avec des marques espagnoles notamment. Oui. Ce que je combats un peu, c'est le fait d'avoir un territoire qui va au-delà de son propre territoire. Moi, ça ne me viendrait pas l'idée de prendre, en plus de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye ou la Mauritanie. Je me limiterai à mon territoire. Beaucoup de personnes, effectivement, sont allées et ont négocié des grandes master franchises sur des territoires. Ce qui s'est passé pour ces grandes marques qui avaient en plus du Moyen-Orient, du Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Bon, lorsqu'ils sont actionnaires, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Lorsque ce n'est pas le cas, il y a des moyens de négocier en expliquant à la marque que nous sommes distributeurs, etc. Alors là, on revient à un autre problème, qui est celui de on va dire, du marché de la distribution. Fallait-il ou pas l'ouvrir aux étrangers? Parce que s'ils n'avaient pas cette possibilité de créer une structure en Algérie, ils n'auraient pas pu venir s'y installer. Et là, on aurait eu... L'installation, par exemple, de ces grands groupes est antérieure à la loi sur les 51-49? Oui, tout à fait. D'accord, donc ils sont à 100% tout à fait. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont à 100% étrangers. Est-ce qu'ils vont être touchés parce que les importateurs étrangers vont être limités maintenant par les nouvelles dispositions légales? Est-ce que vous savez que l'importation par des étrangers ne sera plus possible normalement désormais? Bon, les textes ne sont pas sortis, mais... Est-ce que vous avez vent de quelque chose? Oui, effectivement, on a déjà au plan pratique, pour certaines entreprises à capitaux étrangers, aujourd'hui, on lui demande de se mettre en conformité en 51-49. Je suis désolée, moi, je suis une juriste, je ne peux que réagir à des choses pareilles, ça ne peut pas exister. Une loi ne rétroagit pas pour vous enlever un droit acquis. Elle vient pour améliorer, mais jamais le contraire. Alors... de mon point de vue, ça n'est pas légal. Ce sont des choses qui sont dites officiellement, par écrit? Non.
C'est verbal. Par exemple, vous allez pour demander... j'ai eu des clients dans un secteur assez particulier. Il me dit aujourd'hui, on nous demande de nous mettre en conformité. Alors bien sûr, c'est la grosse surprise. Je suis avocate, je peux pas adhérer. Je comprends les préoccupations du gouvernement, surtout dans la préservation, la protection de son économie. Mais ça ne peut pas se faire en violation de la loi. Et subitement, comme ça. Et subitement, on ne peut pas le faire. Ça n'est pas possible. Il y a des règles qu'il faut respecter. Ça discrédite le pays. Tout à fait. Nous rentrons à ce moment-là, enfin nous sommes depuis 2009 dans une insécurité juridique, puisque à chaque fois il y a des nouveaux textes. Je l'ai dit à chaque fois. Les choses s'annoncent brutalement. Sans préparation, sans campagne. Je veux bien qu'il y ait des nouvelles choses, des nouvelles activités réglementées, etc. On demande aux gens de se mettre en conformité. Aujourd'hui, les franchisés, oui. Et les franchiseurs aussi, certainement, mais les franchisés qui sont ici, est-ce qu'ils ont des raisons d'être inquiets aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez senti des inquiétudes dans leur rang? Oui, je crois que tout le monde, en réalité, c'est pas propre aux franchisés. C'est toutes les importations d'une manière générale. Bon, pour avoir expérimenté, je crois qu'il faut s'enquérir de la procédure nouvelle. Il ne faut pas rentrer dans des rumeurs que chacun y va de son interprétation. Alors, ok, des rumeurs sur le plan des textes, puisque rien n'est encore annoncé officiellement. Mais par contre, il y a la réalité des faits. Je crois savoir que vous enregistrez des difficultés actuellement au niveau des ports et que votre achalandage commence à s'appauvrir au niveau de vos magasins, de votre magasin, puisque c'est le premier. C'est un fait, et c'est le cas pour en tout cas tous nos collègues dans le secteur. La situation, le contexte actuel est relativement compliqué, je dirais. Le point négatif dans cette histoire, dans ce contexte-là, est qu'effectivement, il n'y a que très peu d'écrits, que très peu de notes, que très peu de pédagogie de la part des autorités et des pouvoirs publics pour expliquer ce qui va changer ou ce qui a changé. En l'occurrence, on se retrouve parfois dans des situations où l'on découvre de nouvelles restrictions qui n'ont pas été votées à l'APN, qui n'ont pas été discutées avec les opérateurs. Ça aussi, c'est un autre grand problème, c'est qu'on n'implique pas, de notre point de vue, assez l'opérateur dans les changements législatifs. Effectivement, le contexte actuel est relativement compliqué et tout ce qu'on demande aux autorités, c'est un peu plus de pédagogie. Ça ne va pas plus loin. On comprend, bien entendu, les problématiques que notre pays rencontre en termes de gringolade du prix du pétrole. Nos réserves de change semblent être vraisemblablement dans une situation un peu plus délicate que ce qu'elles étaient. On veut par ailleurs relancer la production, l'inciter, etc. Soit, ce sont d'excellentes initiatives de la part de notre gouvernement. Simplement, on ne peut pas passer d'une situation à son extrême inverse. Les choses doivent se faire de façon plus progressive. On doit permettre aux opérateurs économiques de pouvoir travailler dans un contexte stable. Lorsqu'il n'y a pas de stabilité, ça devient très difficile de faire des projections et des estimations. Donc, ça devient difficile d'investir, de recruter et ainsi de suite. Donc, la seule chose que l'on demande de notre côté, c'est un peu plus de stabilité, un peu plus de pédagogie. Je suppose que vous avez fait des démarches nécessaires. De ce point de vue-là, poser les questions qu'il fallait. Que vous a-t-on répondu? Malheureusement, les réponses ne sont pas toujours très claires. Parce que, si je ne me trompe pas, les instructions sont toujours au stade du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a encore rien de bien précis, rien de bien concret, c'est encore au stade de la réflexion, des échanges. Mais dans cette période de travail, de préparation, le problème est que les choses sont bloquées. Et pendant ce temps-là, le ministre du Commerce nous assure que tout va bien et que seuls certains gros budgets à l'importation seront affectés, et donc certainement pas les vêtements ou des choses comme ça. Donc c'est pénible, c'est un peu pénible. Je voudrais remercier M. Trabelsi parce que je vous trouve en tout cas courageux comparativement à la corporation. J'ai eu beaucoup de mal
à recevoir des franchisés, et Dieu sait si j'en ai contacté. J'ai senti beaucoup de réticence et on m'a fait comprendre que le climat n'était pas propice à s'engager dans des débats, étant donné le flou dans lequel était... Et donc les gens sont inquiets et en même temps donc, ne veulent pas être un facteur additif à la perturbation. Alors, est-ce que la franchise, malgré tout, a de beaux jours devant elle en Algérie, maître? Écoutez, moi je le crois, puisque de toute façon, aujourd'hui, vous avez des statistiques dans le monde. En pleine crise économique, seul le secteur de la franchise a continué de fonctionner et continué de faire vivre et développer les différents pays. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en France, les chiffres de la franchise sont là pour indiquer la bonne, on va dire, bonne prospérité d'un temps, non, mais en tout cas, prospérité, oui. Il ne faut pas oublier que la franchise ou le commerce d'une manière générale, parce que souvent il est vu d'une manière très négative en Algérie, les importateurs. Alors, oui, il faut dire ce qu'il en est. Il y a du bon et il y a du mauvais. C'est comme les agents immobiliers. Je suis désolée, c'est comme partout. On oublie trop souvent que c'est un secteur qui est recruteur. Ouais. Vous savez, dans la franchise, dans une boutique, vous avez 3-4 personnes qui sont employées par boutique. Sans compter l'équipe d'arrière-garde qui prépare tout ça. Donc vous avez une dizaine d'employés par franchise. Et ça dans tous les secteurs. Alors imaginez les grandes boutiques que nous avons, qui sont à Adel Ibrahim, etc., qui sont absolument magnifiques. Et je trouve que non seulement c'est un plaisir des yeux, c'est une qualité pour le consommateur algérien aujourd'hui. Toutes catégories confondues. Que ce soit du haut, du bas ou du moyenne gamme, c'est quand même la garantie de la qualité pour le consommateur algérien. Je crois qu'on oublie un peu trop souvent que c'est le maillon final qui doit en profiter. La franchise arrive à s'en sortir dans un environnement miné par l'informel, par la contrefaçon. Est-ce qu'elle a toute sa place, elle est à l'aise? Bien au contraire, je pense que la franchise a d'un côté toutes les facilités du monde de se développer dans un secteur justement miné par l'informel. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, bien entendu, est que c'est une façon, comme une autre, d'institutionnaliser, de structurer et d'organiser le secteur. Donc c'est à la fois une aubaine pour le consommateur, mais aussi pour toute l'industrie. Lorsque vous avez un marché, et c'est le cas chez nos voisins également, qui est à 90% dominé par l'importation illégale, par les sous-déclarations, par les surdéclarations, enfin, tout un tas d'acteurs qui ne fonctionnent pas en tout cas dans les règles, l'arrivée d'acteurs comme nous ne peut faire que du bien au marché. Il permet à la fois de le structurer, mais aussi de le professionnaliser. Et là aussi, c'est un point très important. Il ne faut pas perdre de vue. Et quand on regarde du côté du transfert de devises, ça devient peanuts par rapport Absolument. Au bien qui est fait à l'économie Absolument. Par les franchises. C'est Absolument. Ça et notamment, comme vous le soulignez, en termes de formation de la jeunesse, parce que ces jeunes qui sont formés dans de bonnes écoles, parce que vous êtes de véritables écoles maintenant, et donc peuvent après constituer des commerces dignes de ce nom, quoi. Chez nous, en tout cas, c'est l'objectif. Tout ce que nous voulons, c'est former la jeunesse, notre jeunesse, pour pouvoir en faire de réels professionnels du secteur. Et tout ce que l'on souhaite, c'est de voir justement les gens avec qui nous travaillons évoluer, se développer. Monsieur Trabelsi, alors, quel est votre plan de développement en Algérie maintenant? Je suppose que vous le regardez maintenant du bout des yeux, je dirais. Mais vous avez un plan de développement, vous voulez vous étendre donc dans toutes les villes, Maroua? Figurez-vous que malgré tout ce contexte d'instabilité, l'envie et l'ambition n'a pas changé. Effectivement, Maroua souhaite se développer à très grande vitesse sur le marché algérien. Comme je l'ai souligné, nous avons, moi et mon collaborateur et mon associé, cru dès le départ au potentiel de la marque sur ce marché-là. Ce que nous souhaitons, c'est d'abord nous développer sur les villes principales, mais à la différence peut-être de certains de nos collègues, aussi sur les villes secondaires. Et c'est là la force de notre modèle, je dirais. Nous voulons ouvrir une vingtaine de magasins dans un horizon... Pourquoi c'est la force de votre modèle?
parce que à la fois nos produits sont adaptés à la consommation locale. C'est un produit qui est fait pour la femme nord-africaine en termes de climat, en termes de taille, en termes de produits, en termes de visuel, de couleurs, etc. Donc nous invitons les grosses à venir vous voir, c'est ça? Pas seulement, mais on habille toutes les femmes. Mais c'est aussi adapté en termes de prix. Et c'est là la deuxième force du modèle. Certaines marques, peut-être, auront plus de mal à targeter, en tout cas à adresser ces villes secondaires. Nous n'aurons pas de mal, parce qu'on est faite pour toutes les femmes algériennes. Donc c'est pour ça que nous souhaitons nous développer très rapidement et très profondément dans le marché. Alors vous évoquiez des problèmes de foncier, c'est ça? Absolument. C'est le cas pour nous, mais c'est aussi le cas pour tous nos collègues. Aujourd'hui, surtout sur les villes principales, la demande est beaucoup trop élevée par rapport à l'offre. Justement, est-ce que vous, par exemple, vous êtes moins regardant en termes de... Parce que les franchises, c'est très strict, comme disait madame, en termes de superficie, de magasins. Sans doute que le franchiseur étant le franchisé, il sera peut-être moins regardant sur les critères. On n'est pas totalement rigide, bien entendu, mais il faut garder en tête des critères simples d'équilibre économique. Pour faire schématique, certaines marques ne peuvent pas, de facto, se développer sur des espaces de vente de 60 mètres carrés, par exemple. Parce qu'économiquement, ce n'est pas viable du fait du volume qui est traité dans cette superficie-là. De notre côté, nous ne sommes pas rigides, mais même en n'étant pas rigides, nous rencontrons énormément de difficultés en termes de foncier. Il faut savoir aussi que certaines marques... Dans toutes les villes? Dans les villes principales, en tout cas. Dans les villes principales, en tout cas. Pardon, là, oui. Actuellement, vous avez un magasin à Alger? Oui, on a un magasin à Alger. Nous avons un second magasin qui va ouvrir très bientôt, dans les prochains jours, à El Biar également. Et nous allons nous développer très rapidement dans les autres villes, à Sétif, à Oran, à Tizi Ouzou. Comment vous comptez lever les contraintes sur le foncier? C'est un travail de fourmi, de tous les jours, qui est fait à travers le bouche à oreille essentiellement. Un mot sur le suivi. Le suivi par le franchiseur en termes donc de formation. Vous recevez des visites régulières, il y a des contrôles qui sont assidus? Absolument. Alors le franchiseur est à la fois impliqué financièrement, mais aussi en termes de formation. Il faut savoir que nous, par exemple, nous recevons une fois par semaine une équipe justement pour encadrer, pour former, pour dispenser la pédagogie nécessaire à l'ensemble de nos équipes. Par ailleurs, il y a bien entendu des contrôles. Il ne faut pas perdre de vue que le franchiseur donne sa marque, sa notoriété, son image, et donc il est en droit d'exiger en retour le respect des procédures et des concepts de base de la marque. Donc effectivement, nous travaillons en étroite collaboration avec le franchiseur. C'est un réel partenariat. Ce n'est pas simplement une relation de fournisseur à client. C'est beaucoup plus profond que cela. On évoquait le foncier, les emplacements, les baux. Pas facile aussi d'avoir un bail de longue durée, parce que l'emplacement dans vos métiers, dans votre métier, c'est quelque chose de primordial, d'être au bon endroit et y être pour longtemps. Donc beaucoup de contraintes, beaucoup de litiges à ce niveau-là à mettre, hein, sans doute. Oui, dans les baux commerciaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le marché de la location ou de la vente de l'immobilier est exorbitant en Algérie. Ça défraye vraiment les normes les plus élémentaires. Aujourd'hui, il suffit qu'un individu a un local qui est situé à Sidi Yahia, peu importe l'état dans lequel il est ce local, pour que ce monsieur ait des prétentions de location jusqu'à 1 million de dinars par mois. Je trouve ça indécent, je trouve ça exorbitant, et malheureusement, nous n'avons pas un texte de loi qui encadre les baux commerciaux. Il y avait un, à l'époque, qui a été malheureusement modifié, c'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à un autre. C'est-à-dire qu'à l'époque, le bailleur n'était pas suffisamment protégé. Aujourd'hui, c'est le locataire qui n'est pas du tout protégé, puisque aujourd'hui, lorsque vous voyez le travail d'un locataire, qui est surtout pour les franchises, puisqu'on investit beaucoup, ce qu'il faut savoir dans la franchise, nous sommes obligés de respecter certaines normes d'aménagement pour respecter les conditions du contrat avec le franchiseur. Et au bout d'un moment, ça lui plaît, le propriétaire, on a eu ça. J'ai eu un cas
litigieux. Malheureusement, les personnes n'ont pas souhaité aller en justice, mais la personne avait préparé... Malheureusement pour vous. Surtout pour eux, pour lui, parce que moi, bon, malheureusement, même pas. Il s'est accaparé les logos, le bailleur, les logos, les couleurs, l'objet même. Hein. Et il a changé de nom. C'est tout. Je parle d'un restaurant. Il ne s'est pas cassé la tête. Ça aurait fait une belle affaire et une belle jurisprudence. Et je trouve ça tout à fait anormal qu'un propriétaire qui loue, il n'y ait pas de clause de non-concurrence. Je suis désolée. Il n'a pas à reprendre l'activité de quelqu'un qui l'a créée. Et en plus, sans payer un centime. Alors que dans le monde entier, ce sont des choses qui sont tout à fait normales. C'est cette insécurité qui empêche les sociétés de rester pérennes. On a vu aussi des centres commerciaux qui sont des lieux privilégiés pour la franchise. Enfin, c'est ce qui se dit au niveau de certains franchisés qui se plaignent de ce que les centres commerciaux soient disons, plus à même, plus favorables à louer à des groupes qui viennent et qui investissent et qui sont... On me dit que, par exemple, un centre commercial aurait fait vider un étage, bien sûr, en respectant le terme des baux, ce qui est son droit. Tout ça pour préserver, pour réserver tout un étage à un grand groupe qui prenait l'ensemble, pour l'ensemble de ses marques, tous les locaux. Alors il y a des choses comme ça, bon, qui sont de l'ordre des choses, mais bon, rien d'illégal à ce moment-là. Sur la justice, sur les litiges vont en justice, et ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que les juges sont bien préparés pour juger ce genre d'affaires ? Sur le sujet de la franchise, non, puisque d'une manière générale, les contrats de franchise sont soumis à la compétence d'un tribunal étranger. Hein. C'est ce que le franchiseur fait généralement, hein, prévoit cette clause, et dans les contrats internationaux, ça n'est pas interdit, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, les juges algériens sont de plus en plus formés dans les matières commerciales. De plus en plus, nous avons... Aujourd'hui, je le vois hein, dans mes affaires, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, où on sent que le magistrat s'imprègne, s'interroge, écoute les parties, même dans les matières commerciales. C'est-à-dire que lorsqu'il n'a pas compris quelque chose de particulier, il n'hésite pas à convoquer les parties, même en matière commerciale. Et ça, je trouve que c'est un progrès. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de formations de magistrats dans les différents domaines. Il y a de plus en plus de magistrats qui sont formés aussi bien en Europe. J'ai participé à quelques formations avec les magistrats aux États-Unis dans des domaines très spécifiques, notamment en matière de propriété intellectuelle, en matière de cybercriminalité. Et je trouve qu'il y a une amélioration sensible. Mais nous avons besoin encore de formation, pas que pour les magistrats. Même les avocats. Est-ce qu'on a assisté à des scandales, vous qui suivez bien les procédures judiciaires, est-ce qu'il y a eu des scandales en matière de franchise en Algérie ? Non, à ma connaissance, non. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien, et les franchises qui ont quitté, c'était pour d'autres raisons. Maître, il y avait un bel événement, parce que moi j'ai beaucoup suivi ces questions-là, mais il y avait un salon de la franchise en Algérie organisé, n'existe plus. Oui, c'est vrai qu'il y a eu 2 salons qui se sont déroulés en Algérie précédemment. Ça n'est plus le cas pour la raison évidente que c'est d'abord... En termes d'association, nous avons créé l'association de la franchise à l'époque, puis avec le nouveau texte de 2012. Vous l'avez créé sans agrément, je suppose. Oui, bien sûr. Comme tout le monde. Parce qu'on vous déposez un dossier à l'époque, on ne vous donnait pas de récépissé. Aujourd'hui, je pense que c'est en train de rentrer dans l'ordre. D'accord. Donc vous allez revenir là-dessus ? Oui, tout à fait. Autre chose que j'observe aussi, c'est la démarche. C'est rarement les franchiseurs qui viennent vers l'Algérie. Ce sont généralement des personnes qui se déplacent et qui tapent aux portes et qui disent... voilà, ça n'a pas l'air de donner envie follement, quoi, pour les franchiseurs. Pourquoi ? Parce que je pense que Pourtant, il y a un marché intéressant, nous le disait M. Trabelsi. L'Algérie bénéficie d'une mauvaise image, à tort.
Je le dis très souvent et je revendique le fait que les franchisés, ce sont eux qui sont allés chercher ces franchiseurs et ce n'est pas l'inverse. Et ce sont eux qui ont créé le marché de la franchise en Algérie, même dans un contexte difficile. Et ils ont beaucoup de mérite. Malheureusement, nous ne savons pas communiquer, nous ne savons pas vendre une image de l'Algérie attractive. Nous sommes toujours au dernier rang dans le doing, presque les derniers rangs dans le doing business, alors que si vous voyez dans la réalité, c'est pas le cas. Il y a des choses qui sont bien, qui sont positives, comme il y en a d'autres qui sont négatives, comme partout. Hein. Il n'y a pas de, à part quelques pays exceptionnels, en matière d'investissement, c'est difficile d'investir aux États-Unis, vous savez. Est-ce qu'on peut rêver de voir si on évoquait des franchiseurs algériens s'installer dans d'autres pays, parlons déjà des franchises purement algériennes qui se développent intranationales, parce qu'il en existe. Il en existe. Alors la première pour moi qui est celle de BKL, mais malheureusement il faut le dire, les banques ne jouent pas le jeu. Parce que comment... Vous n'êtes pas les franchisés à s'installer, à se développer. Bien sûr, comment voulez-vous qu'un jeune franchisé... Il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que les banques. Les banques, je crois que c'est un peu tous les secteurs. Mais je pense que c'est aussi, vous savez, BKL, c'est quoi? C'est les fenêtres, etc. Donc c'est un marché en amont qu'il faut donner. Aujourd'hui, le marché de la construction est énorme, certes, mais vous avez des sociétés, c'est-à-dire il faudrait qu'on mette vraiment en avant la préférence nationale sur des marchés comme ça qui aideraient. Sur les franchiseurs algériens un jour à l'étranger? Ah, ce serait vraiment la plus belle. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On a toutes les possibilités pour le faire. Monsieur Trabelsi, juste pour terminer, cela fait, vous me disiez, combien de temps que vous êtes installé en Algérie? Cela fait 6 mois que nous avons démarré. D'accord, donc on attendra un peu pour avoir le premier bilan. Vous restez optimiste, je suppose? Extrêmement optimiste. Je vous remercie tous deux pour votre participation. Merci à vous pour votre attention et je voudrais que tous les problèmes évoqués ici ne soient pas pour vous dissuasifs de faire du shopping un mercredi.